Ανέκαθεν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε κάθε είδους ναρκωτικά για θεραπεία ή ευχαρίστηση. Αλκοόλ, κοκαίνη, μορφίνη. Όλα επιδρούν στον εγκέφαλο. Σήμερα η βιολογία μπορεί να εξηγήσει τις επιδράσεις του στον εγκέφαλό μας. Η μελέτη των ναρκωτικών επιτρέπει στην επιστήμη να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία του. Ο καπνός και το αλκοόλ που πωλούνται ελεύθερα έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. Οι επιστήμονες όμως τα θεωρούν από καιρό πραγματικά ναρκωτικά. Το 15ο και 16ο αιώνα οι μεγάλοι εξερευνητές ανακάλυψαν τον καπνό που τον χρησιμοποιούσαν στην Καραϊβική και στην Κεντρική Αμερική ως φάρμακο και για τελετές. Ο Γάλλος Ζανικό ξεκίνησε την καλλιέργειά του στην Ευρώπη και έδωσε το επιστημονικό όνομα του φυτού. Ο καπνός έγινε πολύ σύντομα της μόδας και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα καπνίζουν 1 δισεκατομμύριο και πλέον άτομα στον κόσμο. Οι καπνιστές είναι επταπλάσιοι από τους χρήστες παράνομων ουσιών. Συγκέντρωση, εγρήγορση και οξυμένη μνήμη. Αυτά ζητά κανείς από το τσιγάρο. Αυτό το παράδοξο μελετά ο νευροφαρμακολόγος Jean-Paul Tassin. Le phénomène euphorisant déclenché par le tabac est beaucoup plus fin que le phénomène obtenu avec la morphine, qui est beaucoup plus puissant, ou avec les psychostimulants. Mais il n'empêche que, justement, il est fin, donc ça permet de le répéter, et ça permet de l'utiliser, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Donc on peut passer une journée agréable en fumant régulièrement et en continuant à avoir une activité sociale normale. Et on a pensé pendant très longtemps que le tabac, les phénomènes de dépendance étaient liés à un des produits actifs du tabac, c'est-à-dire la nicotine. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, comme l'amphétamine, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, est consommé par les animaux de façon importante. Et très vite, ils deviennent dépendants à ces produits. Lorsque vous donnez de la nicotine à des animaux, ça ne les intéresse pas beaucoup. Τα ζώα καπνίζουν μόνο σε διαφημίσεις. Όμως τα μηνύματα περί δημόσιας υγείας δεν κάνουν σχεδόν τίποτα μπροστά στην εξάρτηση από το τσιγάρο. Η νοικοτήνη, βασικό συστατικό του καπνού, ήταν για τους επιστήμονες από καιρό ο ιδανικός ύποπτος. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Χωρίς τα ποντίκια δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μελετήσουμε τη δράση των ναρκωτικών. Έχουν πολλά κοινά γονίδια με μας και τα ναρκωτικά εξαπολύουν τις ίδιες θύελλες στον εγκέφαλό τους. Η ανθρωπότητα έχει ένα ηθικό χρέος απέναντί τους. Μπορούμε να τα ναρκώσουμε, να πειράξουμε τα γονίδια τους, ακόμα και να τα τεμαχίσουμε. Είναι η λυπηρή, όμως αναγκαία καθημερινότητα των εργαστηρίων που συγκρίνουν τα ποντίκια αυτά με άλλα φυσιολογικά. Στο εργαστήριό της στο Μπορντό, η Μαρτίν Καντόρ μελετά τη συμπεριφορά των ποντικιών σχετικά με την νοικοτήνη. C'est vrai que la nicotine est une drogue d'abus paradoxale, puisqu'en fait, elle a des propriétés addictives extrêmement importantes, sans avoir pour autant des propriétés psychotropes très puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, la nicotine ne provoque pas de changement d'état de conscience, contrairement à ce qu'on observe avec l'alcool ou avec la cocaïne ou avec l'héroïne. Le fait de fumer, de consommer du tabac, augmente les capacités de concentration, les capacités de réflexion et le niveau d'éveil. Donc ça, ce sont les propriétés stimulantes du tabac. Mais à côté de ça, on a aussi des propriétés calmantes dans le sens où le fait de fumer, et ça c'est une expérience subjective vécue par le fumeur, c'est de réduire le stress. Et beaucoup de gens justement fument dans des situations stressantes. Donc c'est là où on retrouve ces deux aspects de l'effet de la nicotine qui ne sont absolument pas antinomiques. On le retrouve avec beaucoup de substances qui sont consommées par l'homme. L'alcool par exemple qui peut avoir des effets stimulants mais en même temps des effets calmants.
Donc ici, le rat est placé dans une cage d'auto-administration avec à sa disposition 2 trous. Un trou qui va être renforcé, c'est-à-dire à chaque fois où l'animal va mettre son nez dans ce trou, l'ordinateur va activer une pompe qui va pousser une seringue et qui va donc délivrer dans la circulation veineuse de l'animal une quantité donnée de nicotine. Le trou dit non renforcé ne produit aucun effet. Donc au cours des séances d'auto-administration, qui en général se déroulent avec une séance par jour sur donc plusieurs semaines, on voit finalement le nombre de visites du trou renforcé qui augmente au fur et à mesure des séances. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'acquisition du comportement d'auto-administration. Σε λίγες μέρες το ποντίκι μαθαίνει πώς να παίρνει την νοικοτήνη. En dessous d'une certaine dose, l'animal ne perçoit pas la nicotine, donc ne s'auto-administre pas la drogue. Et au-delà de cette dose, la dose devient aversive. Donc en fait, on est obligé de travailler avec une fourchette extrêmement réduite. Et contrairement à la cocaïne, l'animal consomme assez peu. Quand vous tirez sur une cigarette, hein, vous avez donc la fumée du tabac qui pénètre dans les poumons. Et là, au niveau des alvéoles pulmonaires qui sont extrêmement irrigués, en fait, la nicotine, par exemple, passe extrêmement rapidement au niveau de ces alvéoles et est conduite très très rapidement aussi au niveau du cerveau. Donc pour vous donner une idée, à peu près en 10 secondes, un peu moins de 10 secondes, la nicotine inhalée arrive au niveau du cerveau. Donc ce qui correspond globalement à une intraveineuse chez l'animal. Alors ensuite, au niveau des correspondances de doses, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fume, par exemple, un paquet de cigarettes par jour, voilà, ça dépend évidemment comment on fume sa cigarette. Entre une personne qui tire de longues bouffées et qui inhale très fortement la cigarette par rapport à quelqu'un qui crapote, finalement on va avoir des différences de niveau de nicotine extrêmement importants. Mais globalement, on arrive à peu près à des concentrations de nicotine qui sont équivalentes, ramenées au poids bien entendu, au poids de l'individu. Donc pour quelqu'un par exemple qui fume un paquet de cigarettes par jour, si on considère qu'une cigarette c'est 20 inhalations, et il fume 20 cigarettes, donc ça fait à peu près 400 inhalations de nicotine dans la journée, c'est l'équivalent de presque 400 injections intraveineuses de nicotine. Donc c'est beaucoup, hein. Η νοικοτήνη, όπως όλα τα ναρκωτικά, ξεγελά το σύστημα επικοινωνίας του εγκεφάλου. Η καλή λειτουργία του εγκεφάλου μας βασίζεται σε ένα συνεχή διάλογο μεταξύ των 100 δισεκατομμυρίων νευρικών κυτάρων των νευρώνων. Προκειμένου να κυκλοφορήσει μία πληροφορία, οι νευρώνες στέλνουν χημικούς αγγελιαφόρους, τους νευροδιαβιβαστές. Όποιο και αν είναι το ερέθισμα, οι νευροδιαβιβαστές ρυθμίζουν την περίπλοκη ισορροπία από την οποία εξαρτώνται όλες οι λειτουργίες του οργανισμού μας. Σε κάθε νευρώνα υπάρχει ένας μικρός χώρος με έντονη δραστηριότητα. Εδώ, στη σύναψη, δρούν οι νευροδιαβιβαστές. Για να περάσει η πληροφορία από τον ένα νευρώνα στον άλλο, μπαίνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς. Η νοικοτήνη ευνοεί τη μνήμη και τη συγκέντρωση επειδή ξεγελά το σύστημα που ελέγχει αυτές τις λειτουργίες στον εγκέφαλο. Είναι το σύστημα ακετυλοχολίνης. Οι υποδοχείς του ονομάζονται νοικοτηνικοί. Η νοικοτήνη είναι πολύ ισχυρότερη από την ακετυλοχολίνη. Προκαλεί απελευθέρωση ενός άλλου νευροδιαβιβαστή, της ντοπαμίνης, από την οποία προέρχεται η αίσθηση ευχαρίστησης που προξενούν όλα τα ναρκωτικά. Όμως εδώ και μερικά χρόνια γνωρίζουμε ότι η νοικοτήνη δεν είναι ο μόνος ένοχος. Υποψιαζόμαστε την ύπαρξη συνεργών.
Une des hypothèses que nous testons ici au laboratoire, c'est effectivement de savoir si dans le tabac, en fait, il n'y aurait pas d'autres substances qui favoriseraient justement la propriété addictive de la nicotine. Οι ουσίες αυτές δρούν απευθείας στην ντοπαμίνη, το μόριο της ευχαρίστησης. Αφού εκπληρώσει την αποστολή της, η ντοπαμίνη ανακτάται από τον αρχικό της νευρώνα. Τότε ένα μόριο αναλαμβάνει να την καταστρέψει. Είναι η μονοαμινοξιδάση, η MAO. Όταν καπνίζουμε ένα τσιγάρο, ένα χημικό προϊόν εμποδίζει την MAO να καταστρέψει την ντοπαμίνη. Κατά συνέπεια, η ντοπαμίνη ερεθίζει τους υποδοχείς της για μεγαλύτερο διάστημα και προκαλεί περισσότερη ευχαρίστηση. Ο μηχανισμός αυτός μάλιστα λειτουργεί και αντικαταθλιπτικά. Nous, ce qu'on étudie au laboratoire, c'est comment le fait d'avoir des inhibiteurs de monoaminoxydase va augmenter le pouvoir addictif de la nicotine. Donc on fait ça sur des animaux, des rats, qui sont placés en situation d'auto-administration intraveineuse de nicotine. Et on a deux groupes de rats. Un groupe de rats qui est mis donc en situation où il peut s'auto-administrer uniquement de la nicotine, et un autre groupe de rats qui a accès à la nicotine, plus des inhibiteurs de monoaminoxydase. Et en fait, on s'aperçoit, dans les premiers résultats qu'on a pu obtenir au laboratoire, que ces animaux qui ont accès à la nicotine plus les inhibiteurs de monoaminoxydase s'auto-administrent plus de nicotine et sont capables de travailler beaucoup plus pour obtenir une injection de nicotine. C'est-à-dire que leur niveau de motivation, la motivation qu'ils montrent pour s'auto-administrer la drogue est beaucoup plus importante. Συμπέρασμα. Η νοικοτήνη μάλλον δεν είναι ο μόνος υπαίτιος για την εξάρτηση από το τσιγάρο. Όμως ποια άλλα μόρια εμπλέκονται? Οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμα να τα αναγνωρίσουν. Γνωρίζουμε ότι ο καπνός περιέχει ως και 4.000 χημικά προϊόντα. Κάποια ίσως είναι θυστικά και καμιά 60 από αυτά είναι τοξικά και καρκινογόνα. Καταλαβαίνουμε γιατί το κάπνισμα σκοτώνει. Από καρκίνο μέχρι καρδιοαγγειακά νοσήματα, σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από το τσιγάρο στον κόσμο. Actually look like. Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir vite, vite. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Οι γυναίκες κάπνιζαν όντως σαν φουγάρα, θέλοντας να συναγωνιστούν τους άντρες. Διαγωνισμός για την ωραιότερη καπνίστρια το 1927. Για τις κυρίες αυτές, το φυτό του Νίκο αντικατέστησε το τσάι στην προτίμησή τους, βυθίζονται στον τεχνητό του παράδεισο, δημιουργώντας την εικόνα της αριμάνιας καπνίστριας. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts?
Οι άντρες ανταγωνίζονται άγρια τις γυναίκες. Κάποιοι ξαναγυρνούν σε βρεφικές κινήσεις, βυζένοντας το τσιγάρο τους σαν τη ρόγα του μπιμπερό. Το τσιγάρο εμφανίστηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Σύντομα πέρασε στη βιομηχανική παραγωγή. Τον 20ο αιώνα η κατανάλωση αυξήθηκε εκρηκτικά, εν μέρει χάρη στις δωρεάν διανομές στους στρατιώτες. Σήμερα, η βιομηχανία του καπνού κατασκευάζει κάθε χρόνο 5,5 τρισεκατομμύρια τσιγάρα. Καμπάνια σοκ, αύξηση της τιμής, απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Η κατανάλωση καπνού μειώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως οι βιομηχανίες δεν κινδυνεύουν. Στις φτωχές χώρες, 1 στους 2 άντρες καπνίζει. Οι επιστήμονες ίσως νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για την νοικοτήνη, όμως εκείνη τους επιφυλάσσει μερικές ακόμα δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο Πιέρ Βιντσέντσο Πιάτσα την υποπτεύεται ακόμα και για βλάβες στους νευρώνες. Quand on arrête de fumer, un des effets fondamentaux du sevrage, c'est des perturbations de mémoire, des perturbations cognitives importantes. Donc la question, c'est de savoir comment ça peut arriver. On a découvert qu'en fait, il y a des zones spécifiques du cerveau où il y a une très grande régénération des neurones. Donc il y a des neurones qui sont régénérés de façon continue. Et dans une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ces nouveaux neurones paraissent être importants pour la mémoire. Donc on a essayé de voir quels étaient les effets de la nicotine sous ces neurones immatures, des neurones bébés, mais dans les cerveaux adultes, et qu'ils servent donc à certains processus cognitifs. Et on a vu que la nicotine a des effets énormes et négatifs sur ces neurones. En fait, elle a réduit la production d'à peu près 50%. Donc, elle tue ou elle bloque la production de nouveaux neurones dans cette zone du cerveau d'à peu près 50%. Κανείς δεν ξέρει αν αυτές οι βλάβες είναι αναστρέψιμες. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ νοικοτήνης και μνήμης. Ο Ερβέ Αλέ γνωρίζει καλά τη δράση της νοικοτήνης, αν και δεν είναι ειδικός στο κάπνισμα, αλλά στην νόσο Αλτσχάιμερ. La maladie d'Alzheimer, c'est bien alors dans le temps on disait une dégénérescence des neurones, c'est-à-dire que nos neurones, c'est les cellules nobles du cerveau, ce sont des cellules qui assurent entre autres la synthèse de neurotransmetteurs, ces substances qui servent aux connexions entre les différentes zones dans le cerveau. Donc ces cellules dégénèrent, elles meurent. Με το θάνατο των νευρώνων αρχίζει η νόσος Αλτσχάιμερ, η οποία επιφέρει μεγάλα προβλήματα μνήμης και κρίσης και πλήττει 15 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο. Ça a été une grande découverte de voir que c'était les neurones de l'hippocampe qui souffraient les premiers, car l'hippocampe, c'est un peu le disque dur de notre mémoire. C'est là où l'information, les souvenirs, vont commencer à être stockés. Et une fois que l'hippocampe a fait son travail, la mémoire à long terme va être, comme dans une bibliothèque, disposée dans différentes zones du cortex. Στην νόσο Αλτσχάιμερ πεθαίνουν ακριβώς οι νευρώνες που παράγουν το βιβλιοθηκάριο των αναμνήσεών μας, την ακετιλοχολίνη, ένα νευροδιαβιβαστή που χρησιμοποιεί τους νοικοτηνικούς υποδοχής. Ces récepteurs nicotiniques interviennent dans les processus de mémorisation, interviennent dans
nos capacités de maintenir notre attention. Quand on regarde la télé ou qu'on discute avec quelqu'un, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on s'écoute, qu'on suive cette possibilité d'écouter ce que raconte l'autre ou ce que fait l'autre. C'est ce qu'on appelle l'attention. L'attention est terriblement conditionnée par le bon fonctionnement des récepteurs nicotiniques. On se dit, non seulement en stimulant ces récepteurs nicotiniques, on va améliorer le fonctionnement de notre mémoire, de notre attention, je l'ai dit. Mais en même temps, et ça faut le prouver chez l'homme, on va peut-être diminuer, voire arrêter la toxicité d'un des ennemis numéro 1 de l'homme Alzheimer. Donc, vous voyez comment on passe du tabac, de la nicotine, c'est vieux la découverte de la nicotine, des récepteurs nicotiniques, comment on en arrive à une neurobiologie des plus contemporaines. Toutes les grandes équipes au monde travaillent sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment ça se fait qu'en stimulant un récepteur, on puisse jouer sur la vie ou la mort des cellules ou la toxicité de certains produits. Καθώς η νοικοτίνη δρά στους ίδιους ακριβώς υποδοχής, οι επιστήμονες εμπνεύστηκαν από τη δράση του τσιγάρου στον εγκέφαλο για τη δημιουργία των πρώτων φαρμάκων ενάντια στο Αλτσχάιμερ. Φαρμάκων που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ασθένειας, στοχεύοντας στους νοικοτινικούς υποδοχής. Donc, il y a une pharmacologie des récepteurs nicotiniques qui répond à la même stratégie ou à la même hypothèse donc, de ce déficit en fonctionnement de l'acétylcholine dans le cerveau. Mais au lieu d'agir sur le neurotransmetteur lui-même, on va agir sur les récepteurs. Alors vous allez me dire, autant donner du tabac aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On a longtemps cru, en effet, que le tabac était un facteur de protection. On n'est plus d'accord avec cette hypothèse du tabac qui protège, tout simplement parce que le tabac peut être un facteur de détérioration quand même intellectuelle, mais pas du tout à cause de son impact sur les récepteurs nicotiniques, qui vraisemblablement est bon. Mais pas de chance, en même temps, le tabac dégrade quand même la vascularisation. Or, il y a une fragilité des vaisseaux dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça que, je me résume, les premières études qui tentaient à dire qu'on pouvait se protéger avec le tabac contre la maladie d'Alzheimer, en fait tout ceci a été remis en question à cause de cet effet néfaste et délétère du tabac sur les vaisseaux du cerveau. Donc aujourd'hui, on a tendance, c'est le message qu'il faut faire passer, c'est que le tabac est aujourd'hui, maintenant, reconnu au contraire comme un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Ευπάθεια των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου, εξάρτηση, χημικά συνθετικά, καταστροφή νευρώνων. Χωρίς αμφιβολία, ο καπνός δεν ωφελεί τον εγκέφαλο. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα πιο βλαβερό. Υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο και πλέον καπνιστές. Όμως, ανά τον κόσμο, υπάρχουν και 2 δισεκατομμύρια περιστασιακοί ποτές. Το αλκοόλ που πωλείται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες παράγεται με τη ζύμωση φρούτων και σιτηρών πλούσιων σε ζάχαρα ή με απόσταξη. Στην κοινωνία η κατανάλωση αλκοόλ είναι κάτι σύνηθες. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες για ένα ποτηράκι.
Το αλκοόλ σπάνια συσχετίζεται με τα ναρκωτικά, κυρίως στη Γαλλία, όπου το 20% του πληθυσμού πίνει πολύ. Στη συμβουλευτική υπηρεσία του Φιλίπ Μπατέλ, το αλκοόλ αντιστοιχεί στο 80% των περιπτώσεων. L'alcool, drogue, ça fait bondir beaucoup de gens, pas simplement les alcooliers et les viticulteurs. Ça fait bondir un ministre de la Santé, M. Mattei, dans une émission grand public, a dit « Ah non, l'alcool, c'est pas une drogue ». Et d'ailleurs, il y a bien des scientifiques pour le dire. Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser. Si une drogue, c'est un produit qui va potentiellement, chez un sujet qui l'utilise, engendrer une dépendance, il n'y a pas photo, l'alcool est une drogue. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non. C'est sûr. 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Moi, j'en ai bu un verre. Σήμερα στη Γαλλία κανείς δεν φαίνεται να πίνει πάνω από 3 ποτήρια την ημέρα. Ευτυχώς, διότι μελέτες δείχνουν ότι το περισσότερο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου. Si on doit prendre comme marqueur le nombre de décès, alors évidemment, il faut mettre le paquet sur l'alcool. 45 000 personnes par an en France, 3 canicules depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable? Οι εκστρατείες πρόληψης τονίζουν πάντα τους κινδύνους του αλκοόλ στην οδήγηση. Ξεχνούν την οικογενειακή βία και την κατάθλιψη που συχνά συνοδεύουν το αλκοόλ. Ο αλκοολισμός εμφανίζεται ανεκδοτολογικά στα μηνύματα περί δημόσιας υγείας. Όμως επηρεάζει 76 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Το αλκοόλ, όπως όλα τα ναρκωτικά, επηρεάζει σε βάθος τον εγκέφαλο. Η επίδρασή του στον εγκέφαλο είναι τόσο περίπλοκη που αναλυτές όπως ο Φίλιπ Γκόργουντ το αποκαλούν το βρώμικο ναρκωτικό. Et l'alcool a en plus une particularité qui va le rendre encore plus compliqué dans son analyse, c'est qu'il a une diffusion extraordinaire. C'est une molécule toute petite. Elle a la particularité de passer à travers la membrane cellulaire et donc de diffuser très facilement dans le cerveau, dans le placenta, dans le neurone même. Mais l'alcool va agir donc sur plein de récepteurs différents et même à l'intérieur de la cellule, ce qui la rend très compliquée parce qu'on ne peut pas regarder un récepteur qui va être au carrefour clair des effets neurologiques et centraux, psychologiques, observés suite à la consommation d'alcool. Τα περισσότερα ναρκωτικά εστιάζουν τη δράση τους σε ένα ορισμένο είδος υποδοχέων. Το κύριο συστατικό του αλκοόλ, η εθανόλη, επηρεάζει όλο σχεδόν το σύστημα, τα αποθέματα ακετιλοχολίνης, ντοπαμίνης, γλουταμινικού οξέως και κυρίως γάμα αμινοβουτυρικού οξέως. Σε έναν εγκέφαλο χωρίς αλκοόλ, το γάμα αμινοβουτυρικό οξύ επιβραδύνει τη δραστηριότητα των νευρώνων. Στοχεύοντας τους υποδοχείς του, η εθανόλη επιβραδύνει περισσότερο τον εγκέφαλο. Σε αυτό οφείλεται η κατευναστική επίδραση του αλκοόλ, καθώς και η πνηλία και η επιβράδυνση των αντανακλαστικών που ευθύνονται για το 1/3 των θανατηφόρων τροχαίων. La répétition de l'activité de l'alcool va amener à des effets d'adaptation.
L'organisme, il a une philosophie dans la vie, c'est l'homéostasie. Alors c'est un terme un peu barbare, mais pour dire quelque chose de simple, c'est le retour à un état d'équilibre. Il n'y a pas plus conservateur que le cerveau et que l'ensemble des organes humains. Donc quand quelque chose vient modifier son dynamisme, il va systématiquement chercher à le ramener à un niveau plus adapté à son moyen de fonctionnement habituel. Comme l'alcool stimule beaucoup le GABA. Le GABA, c'est un frein, on disait c'est un neuromodulateur. Donc qu'est-ce que va faire l'organisme pour lutter contre cette inhibition? Parce qu'il a besoin de fonctionner, le cerveau, pour fonctionner tous les jours. Se réveiller le matin, aller chercher de quoi manger, aller au travail pour pouvoir y manger. Donc tout ça, ce sont des fonctions essentielles. L'organisme va faire quoi? Eh bien, il va désensibiliser les récepteurs au GABA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il va y avoir moins de récepteurs au GABA afin d'éviter d'être trop freiné. Αυτές οι προσαρμογές εδραιώνουν τον αλκοολισμό στους νευρώνες. Ο εγκέφαλος επινοεί μια νέα κατάσταση ισορροπίας. Όταν ένας αλκοολικός σταματά να πίνει, η επίπλαστη ισορροπία του εγκεφάλου του ανατρέπεται, προκαλώντας κατάσταση στέρησης. Ça se manifeste le matin par une nervosité, par des tremblements qui sont fins des extrémités, par une confusion anxieuse, parfois une petite obnubilation, et puis des sueurs et une tachycardie avec le cœur qui bat beaucoup plus vite et une hypertension artérielle. Si ces symptômes ne sont pas traités, et en règle générale ils sont traités par un sujet alcoolodépendant, par le fait qu'il s'alcoolise pour les diminuer, eh bien dans la journée et dans la matinée, et parfois d'une manière extrêmement rapide et fulgurante, va se développer un grand syndrome de sevrage, avec là des tremblements qui vont intéresser tout le corps. Sur le plan psychique, l'obnubilation va laisser place à une véritable confusion avec des éléments qui sont délirants et qui sont liés à une disperception, c'est-à-dire le fait que le sujet va interpréter dans son champ visuel des objets sur lesquels il va construire une image. Par exemple, et on le voit très bien dans la littérature et dans les films, dans le délirium très mince, il va interpréter la présence d'une chaussette comme un rat, et il va voir des milliers de petits rats au fur et à mesure envahir son champ visuel, ce qui est extrêmement angoissant. Cet embrasement cérébral peut conduire à des crises convulsives généralisées et, dans des cas relativement rares, 6%, à la mort du sujet par une hyperexcitabilité cérébrale et une grande déshydratation. Το αλκοόλ προκαλεί απελευθέρωση ντοπαμίνης σε ένα μικρό τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την αίσθηση ευχαρίστησης των επίκλινη πυρήνα. Αυτό ισχύει για όλα τα ναρκωτικά και παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη εξάρτησης. Εδώ και μερικά χρόνια οι τεχνικές ιατρικής απεικόνησης επιτρέπουν σε ερευνητές όπως ο Jean-Louis Martineau να μετρήσουν τις βλάβες από το αλκοόλ σε όλο τον εγκέφαλο. On a commencé à étudier des patients ayant une consommation régulière d'alcool il y a une quinzaine d'années. On a commencé déjà à vouloir savoir quelle était la consommation d'énergie des différentes régions du cerveau chez ces patients et si elle différait par rapport à des sujets normaux. On s'est aperçu qu'il y avait une diminution considérable du métabolisme du glucose. Et le glucose est la seule source d'énergie du cerveau dans toutes les parties antérieures du cerveau. On s'est aperçu, quand on a essayé de regarder s'il existait des relations entre la consommation d'énergie des régions antérieures du cerveau et les performances de ces sujets à des tests,
qu'il y avait une corrélation, c'est-à-dire que moins l'activité énergétique était importante, moins ces patients performaient correctement à des tests de sélection d'informations, à des tests de mémoire immédiate ou à des tests de supervision, d'exécution des comportements. Dans les années suivantes, on a voulu savoir si derrière ces altérations fonctionnelles, il existait des modifications de la structure même du cerveau. Pour ça, on a utilisé l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui donne d'excellentes images de la forme du cerveau, de son anatomie, de la matière grise et de la matière blanche. Η φαιά ουσία ελέγχει το σύνολο των νευρώνων, δηλαδή τον πυρήνα τους. Η λευκή ουσία είναι η καλωδίωση των νευρώνων αυτών, από όπου η πληροφορία μεταδίδεται στον εγκέφαλο. On a étudié le même type de patients, c'était des patients hospitalisés dans le service du professeur Reynaud, un service d'addictologie à Villejuif. Ces patients avaient une consommation régulière d'alcool, demandaient à être sevrés de cette consommation, mais n'avaient aucun critère de gravité autre, aucun autre signe de souffrance corporelle. Chez ces patients, il y avait, d'après l'IRM, et les mesures qu'on a pu en faire en utilisant des logiciels un peu spécialisés pour quantifier la matière grise et la matière blanche, il y avait des diminutions de la matière grise très marquées dans les régions antérieures du cerveau, dans les régions frontales, c'est les parties à l'avant du cerveau, et dans les régions frontales médianes, c'est-à-dire entre les deux hémisphères. La nouveauté de ces dernières années, c'est que les techniques d'analyse d'image montrent que même dans le cas de consommation modérée, on peut détecter des altérations non seulement du fonctionnement, mais de la structure et de l'ultrastructure même du cerveau. Οι εικόνες δείχνουν ότι το αλκοόλ σε μεγάλες δόσεις προκαλεί ατροφία του εγκεφάλου. Σοβαρότατες αλλοιώσεις είναι ορατές και με γυμνό μάτι σε ορισμένους αλκοολικούς. C'est là où on en est des connaissances. On ne sait pas très bien si ces données sont réversibles. On pense que ça peut être réversible à l'arrêt de l'alcoolisation, mais en fait on ne sait pas jusqu'à quel point c'est réversible. Évidemment, on continue des recherches pour répondre à ce type de questions. Je suis un peu effrayé de ces résultats. Je trouve qu'ils montrent que l'alcool est vraiment un produit encore plus toxique que ce que j'imaginais. Εδώ και καιρό οι ειδικοί προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους παράγοντες ευαισθησίας στον αλκοολισμό. Η γενετική αρχίζει να δίνει κάποιες απαντήσεις. Les facteurs qui font qu'on devient alcoolodépendant, c'est très très compliqué parce que c'est un mélange de facteurs culturels, familiaux, éducatifs, tempéramentaux, de pathologies psychiatriques aussi et de facteurs génétiques. Et l'ensemble amenant à un mélange qui est compliqué à discerner et qui fait que certains sujets sont effectivement plus à risque que d'autres. Il se trouve, et on va commencer déjà à voir un peu les facteurs génétiques, qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et il y a en France entre 2 et 5%, une toute petite partie de la population, qui n'est pas très douée pour éliminer la molécule alcool. Parce qu'elle n'a pas un bon capital génétique, peut-être d'ailleurs qui n'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas pour la capacité à éliminer l'éthanol, et qui va faire que le métabolite de l'alcool, c'est-à-dire le premier produit de dégradation de la molécule alcool, va être accumulé rapidement dans le sang.
Et ce métabolite, il est extrêmement désagréable à supporter. On a des sensations de rougeur, de pâleur, de nausée, parfois de vomissement, de malaise, qui vont faire que la moindre consommation d'alcool va être cataclysmique. Les Français, je disais, ont entre 2 et 5% de sujets qui tolèrent mal l'alcool. Les Orientaux, la Corée, le Japon, ont plus de 40% des gens qui y habitent qui ont cette intolérance à l'alcool. Le fait d'avoir une telle fréquence de la non-tolérance à l'alcool va amener à, bien sûr, une réduction du risque de l'alcoolodépendance. Το γονίδιο που προκαλεί αυτή τη δυσανεξία αποτελεί παράγοντα προστασίας από τον αλκοολισμό. Αντίθετα, όσοι αντέχουν το αλκοόλ μπορούν να βρεθούν σε άσχημη θέση. Όλος ο κόσμος έχει την τάση να μειώνει την κατανάλωση αλκοόλ. Όμως οι νέοι και κυρίως οι νέες πίνουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο νωρίς. Αυτό τους καθιστά πιο ευάλωτους στον αλκοολισμό. Quand vous prenez 3, 4, 5 bières et que finalement, vous ne perdez pas connaissance, même plus que ça, vous gardez un certain contrôle de vous-même, vous n'avez pas trop de troubles de la coordination motrice, vous avez l'air de ne pas être aussi intoxiqué que vos camarades qui ont bu à peu près autant, eh bien ça ne veut pas dire qu'aux fiertés nationales, je tiens bien l'alcool. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à risque d'alcoolodépendance. Για να ορίσουν τη σημασία του γενετικού υλικού στη γένεση του αλκοολισμού, οι επιστήμονες έκαναν εκτεταμένες μελέτες σε δίδυμα και υιοθετημένα παιδιά, ώστε να διαχωρίσουν το ρόλο των γονιδίων και του οικογενειακού ιστορικού. On a eu des progrès assez considérables il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, grâce à 2 techniques un peu bizarres qui permettent d'essayer de discerner, ce qu'on avait beaucoup de mal à séparer initialement, les facteurs familiaux, éducatifs, le fait de vivre dans une famille avec un père alcoolique par exemple, ou des facteurs génétiques, le fait de recevoir des gènes de son père ou de sa mère. Et ça, c'est des techniques qu'on appelle les études de jumeaux, les études d'adoption. Et on arrive comme ça à bien discerner ce qui revient à l'environnement familial partagé, ce qui revient aux gènes qu'on hérite des parents. Dans les études de jumeaux, il y en a maintenant à peu près une vingtaine dans le monde, avec maintenant plus de 10 000 jumeaux recrutés dans toutes les différentes nations. Donc on a des idées maintenant à peu près bien établies. Et contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, les facteurs génétiques sont bien plus importants que les facteurs familiaux partagés. Bien sûr que c'est pas neutre de vivre dans une famille où l'alcool coule à flot, où on banalise la consommation d'alcool quotidienne, ou même qu'on ait un parent qui lui-même a des disconsommations d'alcool. Mais en fait, le fait d'hériter des gènes qui favorisent la vulnérabilité pour développer ce trouble est plus important encore que les facteurs familiaux qui eux-mêmes n'ont pas d'effet nul. Donc on a plusieurs sources d'effets, et les facteurs génétiques maintenant, on dit que c'est à peu près 55%. C'est-à-dire qu'en gros, plus de la moitié de tous les paramètres qui viennent expliquer pourquoi vous risquez de faire une alcoolodépendance dans votre vie, eh bien, pour moitié sont expliqués par les facteurs génétiques. Donc c'est vraiment bien plus important qu'on pensait. Οι γενετιστές κατάφεραν να βρουν το γονίδιο του αλκοολισμού. Είχαν ήδη αναγνωριστεί πολλά, μεταξύ τους και αυτό που ευθύνεται για την παραγωγή ενός υποδοχέα ντοπαμίνης, του υποδοχέα D2.
Όλοι έχουν αυτό το γονίδιο στα χρωμοσώματά τους. Όμως μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Σε ένα μεγάλο ποσοστό των αλκοολικών, αυτό το τμήμα είναι λίγο πιο μακρύ από το κανονικό. Μια ιδιαιτερότητα που φαίνεται να διαταράσει τους υποδοχείς D2. Une des formes du D2, du gène qui code pour le récepteur dopaminergique D2, elle est un tout petit peu plus importante chez les alcooliques que chez les sujets contrôle. Ça augmente de 30% le risque d'alcoolodépendance. Mais c'est ridicule, c'est pas ça qui explique la maladie. D'augmenter un chouïa le risque de maladie, c'est pas une explication scientifique de la présence du trouble. Mais c'est pas pour rien que c'est systématiquement présent. Βρίσκουμε αυτή την ανομαλία και στους χρήστες κοκαίνης και ηρωίνης. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό το γονίδιο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της ευαισθησίας στην εξάρτηση από ναρκωτικά. Όμως υπάρχουν κι άλλοι. Τα γονίδια δεν εξηγούν τα πάντα. J'ai fait donc pas mal d'études de génétique. À chaque fois que je trouve un facteur de vulnérabilité, je l'ai. Donc j'ai l'allèle S du transporteur de la sérotonine qui prédispose au risque suicidaire. J'ai l'allèle A1 qui prédispose à l'alcoolodépendance. Et je le dis régulièrement à mes patients et aux gens qui participent aux études génétiques parce que je m'en porte pas trop mal. C'est-à-dire que je sais que je peux peut-être être un peu plus vulnérable qu'un autre, mais comme beaucoup de gens qui ont connaissance de leur vulnérabilité, je fais un peu plus attention. Et bon, prévenir le risque suicidaire, c'est pas très simple. Donc si je suis déprimé, j'irai voir un psychiatre. Ce sera pas très facile, moi-même comme psychiatre, mais on en trouve. Et puis après, de toute façon, quand on a des gènes de vulnérabilité, ce n'est qu'une rencontre avec un environnement spécifique qui peut la développer. Hein. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi un axe qui se développe beaucoup dans la génétique des addictions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quand on a un gène de vulnérabilité, c'est en rencontrant quel type d'événement, à quel moment, dans quelles circonstances que la pathologie peut arriver à s'exprimer. Ορισμένοι φοβούνται ότι ο συστηματικός προσυμπτωματικός έλεγχος γονιδίων ενθαρρύνει εργοδότες και ασφαλιστικές εταιρείες να υιοθετήσουν αθέμητες πρακτικές. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αφετηρία των επιστημόνων, για τους οποίους η ευαισθησία δεν αποτελεί μειονέκτημα. Το αλκοόλ και ο καπνός είναι τα ναρκωτικά με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο και τα πιο επικίνδυνα για την υγεία. Οι επιστήμονες τώρα εκτιμούν την περιπλοκότητα της επίδρασής τους στον εγκέφαλο. Θεωρούνται πλέον ναρκωτικά με την πλήρη έννοια. Μετάφραση Μαρία Χασάπη. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Χρήστος Σιδηρόπουλος. Επιμέλεια μεταγλωτισμού Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου. Διεύθυνσης προγράμματος